Nos conférenciers. Alors, nos conférenciers, donc, ce sont Sylvain Deshôtels et Robin Saint-Cerny de Chenelière Éducation. Sylvain, tout d'abord, donc, a intégré les technologies. Je me permets de vous les présenter un tout petit peu et ensuite, on débute. Sylvain a intégré les technologies en classe à plusieurs niveaux, comme titulaire au primaire, spécialiste en art dramatique et en musique au secondaire. Et après avoir été conseiller pédagogique en intégration d'éthique, il est maintenant spécialiste en technopédagogie chez Chenelière Éducation. Ses champs d'intérêt vont de l'évaluation des apprentissages à l'intégration intelligente, pertinente et efficace des technologies en classe, en passant par la recherche en neuroéducation et le mentorat des enseignants. Merci Sylvain Deshôtels d'être là. Quant à Robin Saint-Cerny, il est à l'emploi de Chenelière Éducation depuis quelques années. En fait, depuis 2013, il est directeur adjoint des ventes et du marketing. Hormis ses fonctions de gestionnaire, Robin continue d'œuvrer sur le terrain pour bien comprendre les enjeux des enseignants, mais aussi ceux des apprenants. Ce travail sur le terrain lui permet de raffermir ses rapports relationnels avec l'ensemble des professionnels des milieux collégial et universitaires. Merci aussi, Robin, d'être là. Robin Saint-Cerny. Alors, je vous souhaite un bon webinaire, mesdames, messieurs. Bonjour à tous, bienvenue. J'étais en train de lire vos présentations dans le clavardage, content de savoir qu'il y a, oui, du monde de partout, dont des conseillers pédagogiques en grand nombre ce midi. Vous remarquerez à l'écran sous notre logo, la petite bande verte qui est le nom d'un projet qu'on a mis sur pied au tout début de la pandémie dans le but de faire notre part pour soutenir le vaste monde de l'éducation. Ça se décline en 4 volets. Je ne m'étends pas sur le service pédagogie à distance chez Chenelière. Vous trouverez à l'instant dans le clavardage un lien vers la page de services que nous offrons. C'est complètement gratuit. Ne vous gênez pas pour communiquer avec nous. Ça nous fera plaisir de vous accompagner, de vous rencontrer, de répondre à vos besoins. Voilà, profitez-en. Allons-y avec le cœur du sujet, c'est lectures imposées. Les textes qu'on demande de lire à nos élèves, les lectures qui doivent préparer des cours, qui doivent préparer un nouvel enseignement, qui doivent compléter ce qu'on enseigne en classe, toutes ces choses que devraient faire les étudiants avant, pendant ou après notre cours. L'idée nous est venue après avoir consulté plusieurs enseignants. En fait, vous allez voir tantôt dans notre sondage, il y a une centaine, presque 120, je pense, enseignants qui ont répondu à propos de leur pratique vis-à-vis les lectures imposées au sens large du terme. Et voilà que ça m'a permis de séparer l'atelier d'aujourd'hui, mais l'ensemble du propos en 3 grandes parties, à savoir l'intention de lecture. Et ici, on va faire un lien avec l'intention pédagogique dont on parle souvent dans nos ateliers. On va faire un résumé des stratégies qu'on aurait à enseigner à nos étudiants. Et ensuite, on va carrément s'attaquer à comment gérer notre temps, comment susciter la motivation à lire chez nos étudiants. Alors, c'est ça le plan de la rencontre. N'hésitez pas pour intervenir dans le clavardage, poser des questions. Robin va rester en coulisses tout le long de la présentation et aura le loisir de couper la parole aussi fréquemment que nécessaire pour qu'on réponde à vos interrogations, commentaires, etc. en cours de route. Tout à fait. Merci, Sylvain. J'avais demandé aux enseignants, oui, 120 ont répondu. Est-ce que vous commencez par mentionner votre intention pédagogique? Voici les réponses. Il y a une certaine part d'enseignants qui ont l'habitude de faire ça. Et là, on va faire le lien entre intention pédagogique du cours, intention pédagogique de la rencontre avec nos étudiants cette semaine et intention pédagogique de la lecture imposée. Pour rappel, j'aime bien citer M. Rosenshine, Barak Rosenshine, qui a plus de 35 ans, avait publié un premier article qui a inspiré
beaucoup, beaucoup de recherches et de travaux par la suite sur l'enseignement efficace, sur l'enseignement explicite. Je fais référence au dernier livre paru aux éditions de l'Université du Québec par Bissonnette et ses collaborateurs sur le sujet. Mais on dit, ah, Rosenshine en parlait déjà il y a 35 ans. Et lui, il disait que, et ça aussi, c'est un truc qu'on répète souvent, ceux qui ont déjà assisté à nos ateliers, vous m'avez entendu souvent le dire, les enseignants efficaces commencent leur cours par l'énoncé de leur intention pédagogique. Et on a une variété d'ateliers et de ressources sur comment on mentionne cette intention pédagogique, comment on la formule, comment on y reste cohérent tout au long de notre séquence d'apprentissage ou même de notre session, comment on la transmet à nos étudiants, comment on vérifie s'ils ont l'impression d'être en mesure d'avoir fait les apprentissages finalement attendus. Qu'en est-il de la lecture imposée? Bien, inspiré par toute cette démarche autour de l'intention pédagogique dont on parle souvent, je me suis dit, pourquoi ne pas annoncer la lecture en disant tout simplement, à la fin de la lecture que je vous impose ou que je vous demande de faire ou que je vous propose, vous devriez être en mesure de, et là on complète la phrase avec un verbe à l'infinitif, peut-être une petite mise en contexte. Si vous manquez d'inspiration, et c'est normal, si vous cherchez les bons mots pour formuler cette intention pédagogique, voire cette intention de lecture, nous vous suggérons 2 documents. Vous allez trouver les hyperliens dans le clavardage à l'instant. Un premier tableau qui résume les différentes habiletés cognitives avec quelques verbes d'action et des critères d'évaluation associés, question de rester en phase et d'être cohérent tout le long de votre démarche. Et dans un deuxième document, celui du Bureau de l'enseignement de l'Université Laval, vous aurez un catalogue beaucoup plus exhaustif de verbes pour compléter votre phrase. Maintenant, cette échelle d'habileté cognitive, mieux connue sous le nom de taxonomie de Bloom, selon évidemment ce psychologue américain, Benjamin Bloom, qui a publié en 1956 son échelle. Taxonomie, ça veut juste dire échelle ici. Pourquoi on ne croiserait pas tout ce qu'on utilise comme outil pour formuler notre intention pédagogique avec les stratégies du traitement de l'information, de autrement dit, ce que les étudiants vont faire avec tout ce qu'on leur donne à lire. Toujours dans cette idée de rester cohérent avec notre intention pédagogique, puis d'amener les étudiants, là je parle de profil de sortie, là, au plus haut niveau d'habileté cognitive qui est possible de le faire dans notre cours, évidemment, on n'est pas nécessairement au sommet de la pyramide. Bien, je me suis inspiré de ce texte de Catherine Bellec qui date de quelques années. On vous met le lien aussi dans le clavardage si ça vous intéresse d'aller le lire. Ça concerne l'alignement pédagogique des lectures. Alors, je vous laisse lire les pavés que je viens d'afficher à droite de la pyramide et on va se baser là-dessus dans un instant. Donc, en lien avec votre intention pédagogique, les textes que vous soumettez arrivent parfois, comme on le voit à l'écran, à couvrir 2 paliers de la pyramide en même temps. C'est pour ça que parfois, on a des sections, par exemple, en haut, rouge et orangé, orangé et verte, parce qu'on a des contextes, des propositions de lecture qui demandent à l'étudiant de ramasser l'information, de la traiter, et plus on monte dans la pyramide, plus cette tâche-là est complexe. Si nos étudiants sont en surcharge cognitive, ils n'ont pas les habiletés de base nécessaires, les connaissances fondamentales, les bonnes stratégies, ça sera difficile, voire impossible pour certains d'entre eux d'arriver à traiter l'information de manière très complexe. C'est pour ça qu'on a un rôle à jouer, non pas que dans le choix des textes, mais aussi dans la façon de les présenter, de les amener, d'enseigner des stratégies pour que nos étudiants puissent, dans un premier temps, apprendre à apprendre, et ensuite utiliser pertinemment nos textes qu'on trouve bons. Quand on donne une lecture, quand on propose un texte à nos étudiants, c'est parce qu'on
On a l'impression que ce texte-là va faire la différence, qui est important. Est-ce qu'ils sont capables de s'en servir après? Des fois, c'est juste une question de problème de complexité ou de cohérence en fonction de notre intention pédagogique. Je vous laisse ces ressources-là à portée de main et je vous invite tout de suite à simuler un premier exercice. Dans le sondage anonyme en ligne qu'on vous propose à l'instant, vous allez trouver aussi un hyperlien direct dans le clavardage pour vous y rendre. Si vous êtes sur un appareil mobile, vous pouvez tout simplement taper menti.com et entrer le code qui figure à l'écran. Sinon, le lien dans le clavardage va vous y amener. Alors, voici l'exercice que je vous propose. On va imaginer une première lecture qui sera imposée à nos étudiants dans les premières semaines de la session. Peut-être que vous avez déjà en tête un texte ou un type de texte que vous allez proposer pour ouvrir cette session d'hiver. Et la question, c'est comment je vais faire pour exprimer à mes étudiants l'intention de lecture? Bien, assez simplement, en utilisant la phrase que vous voyez apparaître sur le questionnaire, qui commence par « À la fin de cette lecture, vous, étudiants, serez en mesure de… » Répondez seulement avec un verbe à l'infinitif. Et pour ceux qui ont déjà travaillé avec nous sur l'intention pédagogique, bien, vous allez vous rendre compte que formuler une intention de lecture, formuler une intention pédagogique, ce sont des exercices pas mal similaires. Déjà une quarantaine de suggestions dans notre nuage de mots. Je vous le mets à l'écran juste pour vous montrer ce que ça donne jusqu'ici. Voilà. Alors, comme dans tout nuage de mots, les réponses données les plus fréquemment sont en plus gros caractères. On s'attend à la fin de cette lecture, celle que vous avez en tête là, pour votre début de session, que nos étudiants soient capables de comprendre, d'identifier, d'expliquer, de nommer, de reconnaître, d'appliquer, d'identifier ou de se tourner ou atteindre des habiletés cognitives plus complexes comme déconstruire, caractériser, appréhender, différencier, interpréter, ce qui n'est pas simple, mettre en œuvre. Et là, déjà, on sous-entend que nos étudiants vont être capables de faire des activités, des productions assez complexes. Est-ce qu'on a pris le temps, comme le veut la bonne pratique à propos des intentions pédagogiques, est-ce qu'on a pris le temps de formuler et de communiquer notre intention de lecture aux étudiants, qui va devenir leur intention de lecture? Donc, quand ils vont attaquer le texte, ils vont s'y prendre d'une certaine manière avec un certain objectif. Très important, un lecteur débutant dans une matière, peu importe ses capacités à lire, là, on est tous, quand on attaque un nouveau sujet, débutant en la matière. Alors, un lecteur débutant dans un domaine quelconque pourrait lire un texte d'une certaine longueur, avec attention, avec concentration, et rien retenir, ou pas savoir quoi faire avec cette information-là, parce qu'il naviguait à vue sans avoir d'intention. Alors, ce simple exercice vous démontre que rapidement, on peut, en un verbe à l'infinitif ou à peu près, énoncer clairement ce qu'il y a à faire comme travail intellectuel quand on aborde un texte, quand on est en train de lire ce texte-là. Merci de votre participation. Une centaine de réponses dans le nuage de mots. C'est assez intéressant à lire. Une fois que c'est terminé, et là, dernier lien que je fais avec l'intention pédagogique, on disait, vérifiez donc à la fin de vos cours, à la fin de la rencontre, si vos étudiants ont l'impression d'avoir atteint l'intention pédagogique, d'être réellement en mesure de, par différents moyens,
vote à main levée, échange, sondage anonyme en ligne, peu importe l'outil que vous utilisez là, ou la façon de le faire, juste faire réaliser aux étudiants qui sont en mesure ou pas, qui sont capables, bref, qui ont un sentiment de compétence vis-à-vis de l'objectif que vous avez formulé au début. En lecture, c'est exactement la même chose, vous me voyez venir. À la fin de cette lecture, vous serez en mesure de… Maintenant que vous avez terminé de lire, avez-vous l'impression vraiment que vous êtes en mesure de… Puis là, l'étudiant peut se positionner comme rappel, comme mise au point, comme état de la situation. Est-ce que je devrais relire le texte? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai maintenu l'attention nécessaire pendant que je lisais? De façon simple d'engager nos étudiants au niveau de la lecture, c'est juste de ramener cette question-là. C'est assez simple, hein? Juste la ramener à l'avant-plan. Ce qui m'amène à la question de pourquoi lire finalement? J'avais posé la question encore à mon groupe d'enseignants qui s'est révélé être assez nombreux finalement. Est-ce que vous, lorsque vous, d'une façon générale, là, lorsque vous utilisez du matériel pour votre cours, est-ce que vous faites une nuance entre, lecture préalable, note de cours ou, troisièmement, résumé de chapitre? Est-ce que vous faites une nuance entre ces trois types de textes-là? Regardez les réponses que j'ai obtenues. C'est assez intéressant de voir que, bon, il y a une certaine proportion des enseignants pour qui ça ne fait pas de différence dans le contexte de leur cours. Ce n'est pas important pour eux, ou ils n'en font pas, ou ils ne le savent pas. Mais il y a une grosse partie de mes répondants pour qui c'est plus ou moins clair. Donc, j'ai cherché un peu à creuser cette question-là. Et dans le fond, on pourrait placer nos types de lecture ou nos raisons de lire sur une espèce de ligne du temps de l'apprentissage, avant l'apprentissage, pendant l'apprentissage, après l'apprentissage. Pourquoi je donnerais des lectures préalables avant mon cours? Tout simplement pour préparer le voyage, pour avoir une idée du travail à effectuer. Pourquoi je ferais lire des notes de cours? Pour rester actif intellectuellement, pour accomplir un travail intellectuel commandé par l'intention pédagogique. Et pourquoi je ferais lire des résumés de chapitres, des conclusions, des points de forme qui listent les éléments de contenu? Bien, tout simplement pour aider l'étudiant à faire le point, savoir où j'en suis par rapport aux attentes de l'intention pédagogique et de l'enseignant. Bien, moi, ça m'aide comme étudiant à savoir, est-ce que j'ai fait assez de travail? Est-ce que j'ai encore des choses à revoir, à relire, par exemple? Est-ce que je suis complètement en retard sur les apprentissages, le calendrier des apprentissages, pour toutes sortes de raisons? Bref, pour éviter les mauvaises surprises, j'ai besoin fréquemment de faire le point. Puis les résumés de chapitre, c'est un des outils qui est à notre disposition là, comme objet à lire pour le savoir. Le travail d'édition de tout ça, là, je vais parler du fait d'utiliser un manuel. Vous prescrivez ou vous adoptez un certain livre dans le cadre de votre cours ou des livres dans le cadre de votre cours. Bien, il y a l'auteur qui a fait un certain travail, évidemment, mais il y a aussi tout un travail d'édition. Il y a toute une équipe autour de l'auteur pour rendre les contenus d'une certaine manière. Donc, à quel point c'est utile pour l'enseignant de mettre des heures à construire des PowerPoint volumineux, des diapositives à enfiler. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'expression « death by PowerPoint ». Nous, en français, on l'a traduit par des PowerPlates, c'est-à-dire des successions de diapositives HGS qui sont étonnamment souvent demandées à grands cris par les étudiants parce qu'ils se sont rendus compte que juste la lecture de ces diapositives-là leur permettait d'atteindre la note de passage ou une assez bonne note à l'examen, puis il n'y avait pas d'autre chose à lire. Mais dans l'intention de lecture, il y a aussi une lecture de qualité. Et comme ce travail d'édition-là, de toute maison d'édition confondue, évidemment, c'est le travail de base d'un éditeur, là, est déjà fait, ben, moi, comme
prof, je vais me concentrer sur autre chose. Je vais mettre mon énergie, mon temps sur autre chose, puis je vais laisser les professionnels qui font des livres faire leurs livres. Ce n'est pas mon métier comme enseignant. Ça serait une façon aussi, non pas juste de me sauver du travail puis d'organiser mon énergie de façon intelligente, mais aussi d'amener l'étudiant à rentrer dans son argent. Hein. On impose des livres aux étudiants qui coûtent quand même plusieurs dizaines de dollars. Et si on leur demande de lire le livre et qu'on s'en sert, l'étudiant a l'impression d'en avoir eu pour son argent. Tant mieux pour lui, tant mieux pour elle. Deuxième partie, les stratégies, à moins que Robin, je vais m'adresser à Robin sur la passerelle. Il n'y a pas de questions sur la passerelle, Sylvain. Parfait, merci. Merci aux différents participantes qui sont intervenus dans le clavardage. Je n'ai pas le temps de vous lire, évidemment, là, mais je vois que vous nourrissez la réflexion et la discussion en parallèle. C'est vraiment super. Les stratégies, maintenant. Mon objectif ici n'est pas de vous enseigner les stratégies, mais de vous faire réaliser les différentes stratégies à utiliser et peut-être qu'il serait pertinent d'en parler avec les étudiants, voire carrément de leur enseigner différentes stratégies ou de les référer vers des ouvrages qui pourraient les accompagner, des ressources qui pourraient les aider. On a... Bon, d'une façon générale, je n'ai pas le temps de faire un portrait socio-économique de toute la situation, là, mais d'une façon générale, on sait que les études supérieures sont plus accessibles qu'elles ne l'étaient. On sait que les élèves qui avaient des troubles d'apprentissage sérieux ont reçu au primaire, au secondaire, des mesures d'appui qui leur ont permis d'exprimer leur plein potentiel. On a donné des lunettes aux myopes, pour utiliser une image claire, c'est le cas de dire. On ajoute à ça la couche COVID. On a de plus en plus d'étudiants au cégep de plus en plus hétérogènes, avec de plus en plus de troubles d'apprentissage ou de difficultés d'apprentissage. Je n'ai pas beaucoup de temps pour les nuances aujourd'hui, mais on a une clientèle variée, vous le savez. La couche COVID, c'est cet événement administratif où on a promu un certain nombre d'élèves sans réussite. C'est-à-dire qu'ils ont continué leur cheminement au secondaire. Là, on est dans la troisième année, là, secondaire 3, secondaire 4, secondaire 4 à secondaire 5. Secondaire 5, OK, au cégep, peut-être en tremplin DEC, peut-être directement dans un programme, mais ces étudiants sont à risque. Ils n'ont pas tous les bases nécessaires au niveau des stratégies, de la métacognition pour être capable d'aborder les lectures que vous jugez pertinentes. Ils ne sont pas tous capables de le faire. Il y en a qui sont capables de le faire, évidemment. Une grande quantité d'étudiants ont tout ce qu'il faut. Mais il y a les autres. Et ils pourraient, avec un enseignement systématique, explicite de stratégie, aborder les textes que vous proposez. Ils seraient capables de le faire. Mais avec les mauvais outils, c'est difficile. Alors, on va y aller schématiquement, une espèce d'arbre de tout ce qu'il faut faire, mettre en place pour rendre les lectures payantes académiquement. Alors, on va demander à notre étudiant de lire activement. Ce n'est pas tout de passer les yeux sur les mots, ça demande un travail intellectuel. Lire un texte dans le cadre d'un cours. Ce n'est pas un roman qu'on lit pour le plaisir avant de se coucher le soir, quoique il y a des romans à l'étude aussi, mais lire activement, il y a une raison pour laquelle on doit lire activement et il faut la nommer avant de commencer à lire. Pourquoi lire? Peut-être que vous voulez que vos étudiants résument, répondent à des questions, cherchent de l'information. Déjà, démêler ça, c'est important avant de commencer. Maintenant, comment lire activement? Il y a différentes stratégies à mettre en place, par exemple, survoler le texte, détecter de l'information, annoter le texte ou prendre des notes. Je vous expliquerai la nuance entre les deux juste un petit peu plus loin. Lire activement n'est pas nécessairement une lecture rapide.
La lecture active demande une activité intellectuelle en phase avec notre intention pédagogique. Si on fait, par exemple, de l'analyse, on a comme objectif d'analyser, c'est une tâche cognitive de haut niveau, peut-être que la lecture rapide, comme technique, n'est pas adéquate. Ça dépend vraiment de l'intention de lecture. C'est pour ça que j'ai commencé par l'exercice de se demander qu'est-ce que c'est une intention de lecture. C'est vraiment une étape incontournable, comme la formulation de l'intention pédagogique dans le cadre d'un cours. Résumé. Comme activité, ça veut dire, je vais regarder l'introduction, la conclusion, si c'est un texte long, si c'est un livre complet que j'ai à lire, et je vais me demander, c'était quoi l'intention de l'auteur? Pourquoi l'auteur a écrit ce texte-là? Et là, je pourrais résumer chaque partie dans l'ordre qui a été décidé par l'auteur ou son éditeur, parce que c'est un certain ordre logique. Si je dois lire un texte pour répondre à des questions, la première chose à faire, ça tombe sur le sens pour quelqu'un qui a fait des études, on le fait instinctivement sans se poser plus de questions que ça, mais la première chose à faire, c'est d'analyser la question. Il y a des étudiants qui commencent à se lancer là, tête première dans la réponse, mais n'ont pas pris le temps de comprendre la question. Est-ce qu'il y a des intertitres dans le texte? Des fois, ça nous guide. On appelle ça en édition des titres de différents niveaux. Titre de chapitre, titre de section, sous-titre de sous-section, et ainsi de suite. On peut avoir jusqu'à 3-4 niveaux de sous-titres qui sont dûment numérotés pour s'y retrouver. Il faut prendre le temps de regarder cette information-là avant de plonger dans la lecture des paragraphes. La première phrase du paragraphe, d'habitude, nous aide à visualiser le thème, le sujet, puis ça nous aide à choisir « Ah, ça c'est pertinent, ça ce l'est pas » pour répondre à une question. Je suis dans la, vous voyez, dans l'intention, pourquoi je lis? Pour répondre. Même chose pour les concepts clés. Si l'étudiant n'a pas compris les concepts clés de la question, on arrête là. Ça ne vaut même pas la peine de lire des réponses potentielles. Il faut commencer par comprendre les concepts clés de la question. Vous allez me dire, c'est le b.a.-ba, mais c'est ce qui accroche avec nos étudiants les plus faibles. Si le but de la lecture est de chercher de l'information, là, on peut avoir comme technique de lecture active le geste de souligner ou de surligner, de tenir un cahier de notes à double entrée ou des fiches de lecture. Je vais les expliquer plus en détail dans un instant. Je vais juste finir mon arbre avant. À propos du survol, on dit aux élèves, ça c'est un exemple que je tiens du primaire avec des élèves en difficulté de lecture, dyslexique par exemple, à qui on dit une bonne stratégie de lecture, on enseigne ça systématiquement au primaire, une bonne stratégie de lecture quand on pose une question, c'est de survoler le texte. Et là, j'ai vu, de mes yeux vus, une jeune élève lire des mots au hasard. Elle prenait le texte, puis là, elle disait à voix haute des mots aléatoirement choisis dans le texte, n'importe quoi. Puis à un moment donné, je l'ai arrêté et j'ai demandé « Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? » Ah, notre enseignante elle nous a dit de survoler le texte. Alors, je dis des mots que je trouve dans le texte. Sans savoir, c'est l'exemple quasiment caricatural, pour elle, d'une technique enseignée et appliquée sans comprendre de quoi il s'agit. Des trucs pour aller plus vite ou pour aider l'élève, ça part d'une bonne intention, là, mais qui ne mènent pas à une lecture efficace. Alors, survoler, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez le livre au complet, l'étudiant doit prendre le temps de regarder les deux côtés. La C1, c'est-à-dire la couverture, puis la quatrième de couverture, dans le jargon, on appelle ça la C4. Ça donne des informations importantes à savoir est-ce que j'ai le bon livre. Déjà. La présentation, il y a des préfaces qui sont longues, qui sont difficiles à lire, mais il y a des présentations, des introductions à certains ouvrages qui sont rudement efficaces pour comprendre le ton et l'intention de l'auteur. Je n'escamoterai pas cette partie-là. Un survol de la table des matières nous donne une idée de l'organisation du texte. Dans un ouvrage de référence, c'est fondamental. Prendre le temps de regarder la table des matières. Ce n'est pas pour rien que d'ailleurs qu'on publie dans les extraits des tables des matières sur les différents sites des maisons d'édition pour donner un aperçu de l'organisation du livre.
l'introduction par l'auteur, alors que la présentation pouvait être par une personne tierce, et la conclusion, où on va résumer les trucs et dire « Ah oui, c'est exactement le texte qui me convient » ou ça me donne, si c'est un texte imposé, ça me donne une idée de comment s'organise le texte. Puis après ça, je peux aller lire le fin détail. Contrairement au roman qu'on n'ira pas lire à l'envers, évidemment, ça va un peu gâcher le punch. Là, on va se concentrer sur j'ai une intention de lecture, je veux apprendre quelque chose, je veux étudier un sujet, il faut que je comprenne l'organisation du texte avant de commencer. Sylvain, est-ce que je peux t'interrompre? Certes, c'est exactement, tu as lu dans mes pensées, c'est exactement là où je m'en allais. OK. En fait, il y a M. Mohamed qui pose la question dans le clavardage ou dans le question-réponse. Oui. Pourriez-vous nous parler de la transposition didactique qui est en rapport avec la lecture? Didactiser le contenu, c'est fait à la base quand l'auteur a comme intention d'enseigner un contenu à l'aide du livre. Ce n'est pas nécessairement fait si l'auteur conçoit un livre de référence qui va rester là à disposition et que l'enseignant ou l'étudiant doit aborder. Donc, si dans le cadre de votre cours, vous utilisez un ouvrage de référence qui n'est pas fait à la base comme un ouvrage didactique, je pense qu'il faut faire l'exercice de présenter les contenus en fonction d'une intention pédagogique. Intention pédagogique pour la session complète, intention pédagogique pour chacun des cours avec les étudiants, intention pédagogique pour chacune des parties du livre que vous utilisez. Peut-être que vous n'utilisez même pas le livre au complet. Ça va donner du sens à cette lecture active que vous allez demander à vos étudiants après. Je tape tout le temps sur le même clou, mais c'est vraiment important de ne pas escamoter la partie intention pédagogique de laquelle va découler l'intention de lecture aussi. La table des matières, pour revenir à mon arborescence, oriente la lecture de l'étudiant, parce qu'après le survol, on va se doter d'une stratégie de lecture en se posant des questions. Par exemple, qu'est-ce que je vais faire pendant la lecture pour retirer une pleine compréhension? Par exemple, c'est quoi le travail qu'on va me demander à la suite de cette lecture-là? Si c'est pas clair, peut-être que l'étudiant ne comprendra pas le sens. Exemple, je donne une lecture préalable à un cours. Dans ma tête d'enseignant spécialiste de mon contenu, c'est hyper clair que cette lecture-là va aider l'étudiant à recevoir ma leçon. Mais l'étudiant, il ne sait pas, lui, que c'est pour ça qu'il lit. Il va arriver au cours pas mieux préparé que ceux qui ne l'ont pas lu parce que la lecture aura servi à rien. On ne capitalise pas sur ce temps de lecture-là. C'est important de vraiment orienter pour être capable de gérer notre temps. On va en parler dans la partie sur les annotations. Si on met en branle tout ce qui est autour de détecter de l'information, là, on cherche activement. Et là, l'activité intellectuelle est un petit peu différente. Là, je vais à la recherche d'éléments très précis comme des mots-clés, des concepts. J'ai besoin de surligner, je vais revenir sur les abus de surlignage tantôt, ou de déceler des connecteurs. Il y a un nombre effarant d'étudiants qui ne savent pas à quoi servent les connecteurs ou qui ne savent pas les reconnaître. Ces petits mots-clés de la langue, et dans toutes les langues ça existe, qui servent à attacher ensemble des idées. Un mot qui débute le paragraphe, il a été choisi pour une raison très importante. On s'attend à ce que l'étudiant, dans ses propres rédactions, dissertations, soit capable aussi d'utiliser ces marqueurs-là, ces connecteurs-là, ces marqueurs de relation. Et pourtant, l'identification des connecteurs est difficile chez certains étudiants. Alors, les mettre en relief, les faire remarquer, faire une petite parenthèse sur leur utilité ou sur leur sens, c'est utile pour nos lecteurs les plus faibles. Alors, quand on est à la recherche de mots-clés,
une bonne pratique serait de les encercler lorsqu'on n'est pas certain du sens. Un code qu'on pourrait se donner, par exemple, c'est de dire j'encercle les définitions à chercher éventuellement. Parce que ce ne sont pas tous les mots qui sont dans le lexique, évidemment. Puis il y a des mots qu'on prend pour acquis qui font partie du vocabulaire dit de base d'un étudiant aux études supérieures, qui sont malheureusement pas connus ou maîtrisés, ou mal compris par un grand nombre de nos étudiants. Donc, faire cette démarche-là. Puis, chercher dans un dictionnaire numérique aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile et rapide que ce l'était à l'époque du dictionnaire papier. Puis moi, en plus, curieux comme j'étais, je me perdais tout le temps dans le dictionnaire papier à chercher autre chose. Je faisais des belles découvertes. Pour moi, ça a toujours été une aventure de sérendipité de fouiller dans le dictionnaire, mais je n'étais pas productif. Aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus vite sur les définitions à chercher. Au niveau des concepts, on peut avoir des codes de couleurs pour les séparer. Il y a des textes qui abordent plusieurs concepts en même temps. Alors, il y a un certain tri que le lecteur doit faire. Puis en mettant des codes de couleurs, ça nous aide à replonger dedans plus facilement. Quand je retourne au texte, tout ce que j'avais mis en jaune ou en rose ou en bleu ou en vert est clairement identifié. Je n'ai pas à me retaper le travail de tri. Donc, mon cerveau est disponible pour des tâches plus complexes. Je suis pas en surcharge cognitive parce qu'il faut que je refournisse l'effort de tout relire pour trier l'information. Parlant de surligner en 4 couleurs fluo, se servir du surligneur, pour certains étudiants, c'est mettre en relief ce qui est important. Puis il y a certains de nos étudiants qui ont appris comme élèves au primaire et au secondaire de se méfier et de considérer tout comme étant important. Puis nos perfectionnistes vont se servir du surligneur comme si c'était un rouleau pour peinturer le mur. Les pages au complet vont être jaune, rose, bleu, vert. Un arbre de Noël fluo, un mal de cœur assuré, est aussi inefficace que de ne rien surligner du tout. C'est un article sur Alloprof qui m'avait indiqué, je ne sais pas d'où vient ce chiffre-là exactement, là, mais les idées essentielles, c'est inférieur à 10 % de l'ensemble du texte. Donc, si, ce n'est pas des chiffres scientifiquement prouvés, là, mais ça dit qu'il faudrait se méfier d'un texte qui est surligné en grande partie. On est passé à côté de l'essentiel. Au niveau de l'annotation, la différence entre annoter et prendre des notes, c'est que annoter, ça se fait dans le texte, dans les marges, en surimpression, si on est dans un ouvrage numérique, on appelle ça des calques, donc sur une couche supplémentaire, sinon directement sur le papier pour nous permettre d'identifier, de mettre en valeur des règles, des définitions, les sujets abordés, un commentaire à chaud sur nos lectures, j'aime bien faire ça, ou utiliser la marge de l'autre côté pour résumer le propos, juste pour pouvoir m'y référer rapidement lorsque j'aurai besoin de revenir dans ce chapitre-là. Il y a aussi des lecteurs qui aiment surligner brièvement pendant qu'ils annotent pour commenter ensuite. Ça se fait très bien aussi sur les documents en PDF. Si vos étudiants font des recherches dans plusieurs sources, qui utilisent des logiciels comme Zotero, par exemple, ou EndNote, on veut surligner numériquement puis mettre des commentaires en marge qui peuvent être extraits ensuite. Ça, c'est de l'annotation. Alors que prendre des notes, c'est construire soit un cahier de notes à double entrée, soit des fiches de lecture. La fiche de lecture, si c'est un résumé de connaissances, un aide-mémoire, en situation d'examen, ça aide l'étudiant à répondre à une tâche complexe. Donc, si vous permettez un aide-mémoire, c'est que vos questions d'examen visent des tâches tellement complexes qu'on veut soulager l'étudiant de trucs de base pour voir à quel point il est compétent dans des habiletés cognitives de haut niveau. Ça dépend de notre intention pédagogique. Si votre intention pédagogique, c'est que vos étudiants sachent par cœur des éléments, bien là, la fiche, elle est utile pour étudier sous forme de carte éclair. On en parle souvent dans l'enseignement efficace de répétition espacée et d'études avec des cartes éclairs, mais la carte éclair n'est pas utile pour l'examen. Évidemment, c'est un test de par cœur. Si on demande à l'étudiant d'analyser, de critiquer, de justifier une démarche, de justifier une décision, là, l'aide-mémoire doit être ramenée. C'est tout à fait approprié. Parce que là, on ne mesure plus sa capacité à mémoriser. Hein. C'est la critique, l'analyse.
Donc, comment ils prennent des notes, nos étudiants, pour se préparer à ça? J'ai demandé à nos enseignants, est-ce que vous accompagnez vos étudiants dans la prise de notes de lecture? Voici les résultats. Peu de gens le font, ou peu de gens ont l'impression que c'est optimal comme enseignement de stratégie. Un cahier de notes à double entrée, c'est quelque chose à organiser. C'est les notes de base organisées en arborescence. Vous voyez, ça se décale comme si c'était en escalier, là, des intertitres décalés vers la droite pour résumer de l'information. Et la double entrée, on la voit en marge et en haut. Donc, on a une source, on a un sujet, puis on a des numéros de page, puis on a même parfois des citations textuelles, entre guillemets, tirées du livre à la page, bon, par exemple ici à la page 29, et on peut s'y référer au besoin. Ça, c'est des notes qui sont construites en cours de route, en cours de lecture, avec une intention de lecture très, très précise. Alors que la fiche, d'ailleurs, ces modèles de prise de notes-là viennent du livre de Bernard Dionne, L'essentiel pour réussir ses études. Deuxième exemple qu'il nous donne, l'organisation en format numérique ou en format papier. Ici, j'ai fait un exemple en format numérique d'information pour être capable de retrouver un thème, sa source, le contenu, puis de classer cette information-là parce que je vais avoir à terme plusieurs fiches de lecture. Peut-être que dans votre cours, ce n'est pas nécessaire cet outil-là. Ça dépend de votre intention, encore une fois. Troisième partie, gestion du temps et motivation des étudiants à lire. J'ai demandé aux enseignants, est-ce que vous donnez des outils pour gérer le temps par rapport aux études en général, mais à la lecture en particulier? Et à la lumière de ces résultats, il m'a semblé important de revenir sur des stratégies simples, comme la technique Pomodoro. La technique Pomodoro, c'est le moment où on va enseigner à nos étudiants à éviter les distractions. Ça vient, le mot Pomodoro en italien veut dire tomate, et ça vient de cette minuterie-là. Il paraît que l'inventeur ou le premier penseur de la technique utilisait sa minuterie de cuisine pour faire ses tests. Comme elle avait la forme d'une tomate, c'est devenu la technique tomate. Chaque tâche ou projet est découpé en petites périodes intenses de travail, des tomates. On s'engage dans une période de travail intense, libre de toute distraction, téléphone cellulaire éteint, pas de notification, pas de courriel, Mais là, on travaille sur un objectif très précis pour chaque période. J'y reviens dans un instant. L'idée, c'est de se couper du monde pendant la durée de la tomate pour faire quelque chose de très précis, de très ciblé. Disons qu'on s'engage dans une période de 50 minutes. On fait ça pendant 50 minutes, puis là, lorsque la minuterie sonne, on arrête, mais on arrête pour vrai. On prend une pause de 10 minutes, et là, on va faire quelque chose d'important. On se lève, on regarde nos notifications, on suit notre fil d'actualité, on va bouger, on va s'hydrater. Juste avant la pause, c'est une bonne pratique d'ailleurs, avant que je l'oublie, de noter ce qui a été réellement accompli par rapport à l'objectif. Question d'être capable de formuler un objectif pertinent pour la prochaine tomate. Bon, fait que là, on est prêt pour une deuxième tomate et on se remet au travail. Les blocs de tomates doivent être entrecoupés de vraies pauses beaucoup plus longues, 15-30 minutes. Les étudiants se disent « Ah, je n'ai pas le temps de manger, je vais manger devant mon écran. Je vais manger en étudiant. Je suis très, très pressé, j'ai beaucoup de contenu, j'ai beaucoup d'examens, j'ai beaucoup de travaux. » C'est bon pour le sprint, c'est inefficace pour le marathon. La technique Pomodoro, c'est aussi une vue à long terme de l'organisation du temps sur le long terme. On peut parfaitement se lancer dans une journée intense de travail si et seulement si on prend les pauses à la fin de nos tomates, puis on prend par exemple une vraie heure de dîner où on va faire autre chose, on se détache complètement pour accumuler des blocs de tout le matin à tard le soir sans être complètement brûlé ou pire, travailler de façon inefficace. Lire des textes
et ne rien assimiler, les yeux passent sur les mots, mais ça ne sert à rien, bien, tant qu'à ça, ce serait aussi bien de faire autre chose. Donc, pour le travail à long terme, parce qu'il y a des travaux de longue haleine auxquels nos étudiants ne sont pas habitués, qui doivent être comme ça morcelés. Parlant de taisez-vous, que je vois dans le clavardage, un élément important que nos étudiants qui essaient de mettre la technique Pomodoro en œuvre oublient, c'est qu'il faut avoir un objectif précis, un objectif SMART en fait, qui a du sens, qui est mesurable, qui est atteignable, qui est réaliste pour la durée de la tomate. On le met par écrit, on se concentre là-dessus pendant la tomate, puis quand on l'a atteint, on le met carrément dans la catégorie des objectifs faits. On propose l'adoption d'un tableau Kanban, du japonais Kanban qui veut dire étiquette. Un paquet de post-it sur tout ce qu'on a à faire, donc tous les objectifs. Une colonne de ce qui est en cours, donc la tomate en cours, et une troisième colonne où on accumule, on collectionne ce qui est complètement réalisé, ce qui est atteint. Pour en savoir plus, je vous invite fortement à vous rendre à l'adresse taisez-vous.com/smart. Taisez-vous, qui est un organisme qui soutient les étudiants au 2e, 3e cycle à l'université qui sont en rédaction, d'où le nom de l'organisme Taisez-vous. Donner explicitement des objectifs, une stratégie simple, ce serait par exemple, je commence toujours mes tomates à l'heure juste. Quand la grande aiguille est sur le 12, ça, c'est mon signal de départ. Je n'ai pas besoin de minuterie, là. À 00, je commence. Ce qui fait qu'à E50, j'arrête. Puis là, je prends ma pause. C'est ma routine. C'est mon plan de match. Je fais tout le temps ça. De 00 à E50, tout simplement. C'est facile à mettre en œuvre. Et l'autre élément sur lequel on a du pouvoir comme enseignant, c'est des petits leviers sur lesquels on peut jouer pour augmenter la motivation. J'ai demandé aux enseignants qu'on a consultés, est-ce que vous êtes en mesure d'augmenter la motivation des étudiants à lire? Est-ce que vous êtes capable d'augmenter leur motivation à lire? Voici les réponses. Sans surprise, me direz-vous? C'est le score le plus bas dans toutes les questions qu'on a abordées sur les lectures imposées en général. On a l'impression que ça leur appartient. On a l'impression qu'on n'a pas vraiment de prise là-dessus. On aimerait les aider, là. Vous voyez la grande partie de la rondelle qui dit « Oui, mais ce n'est pas optimal. Ce n'est pas mon goût. Ce n'est pas comme je le voudrais. » Il faut savoir qu'il y a des sources de motivation qui dépendent des perceptions des étudiants. Puis il y a des perceptions sur lesquelles nous, on peut jouer comme enseignants pour augmenter de façon indirecte, me direz-vous, leur motivation à lire. Au-delà de tout ce que j'ai dit jusqu'ici, en partant de l'intention de lecture à tout le travail intellectuel pendant la lecture, il y a des éléments, nous dit Roland Viau de l'Université de Sherbrooke, sur lesquels on peut vraiment jouer. La valeur de l'activité proposée selon le jugement de l'étudiant. Est-ce que ça vaut la peine de lire ce texte? Est-ce que ce texte a de la valeur? Je n'ai pas mis le diagramme à l'écran, mais une autre des questions qu'on avait posées, c'était est-ce que vous dites à vos étudiants que ce texte-là a de la valeur parce qu'il est bien écrit, parce qu'il est basé sur des sources fiables, parce qu'il a une certaine rigueur scientifique, parce qu'il a toutes sortes d'autres bonnes raisons qui font que vous avez sélectionné ce texte-là? Très peu d'enseignants, d'après ce que j'ai vu dans le sondage, là, très peu d'enseignants prennent la peine de le mentionner. Peut-être qu'ils se disent, bien, ça va de soi, là, si on est au cégep et qu'on propose un texte aux étudiants, ça doit être un texte de qualité, ça doit être un texte sérieux. Pour vous, c'est clair. Pour tout le monde dans le milieu, c'est clair.
mais pas pour l'étudiant. Les étudiants sont des débutants dans le domaine. Ils ne sont pas des experts dans votre discipline. Ils ne savent pas que. Ils savent peut-être même pas sur quoi on se base pour dire qu'un texte a de la valeur. Donc, une fois qu'on leur a expliqué, on ne veut pas les convaincre que le texte a de la valeur. On veut qu'eux autres pensent que le texte a de la valeur. C'est leur perception à eux qui est importante quand on parle de la boucle motivationnelle. Au niveau de la compétence, c'est la perception qu'a l'étudiant de sa propre compétence à lire le texte, à comprendre le texte, à faire quelque chose avec le texte. Évidemment, s'il n'a pas d'intention de lecture, s'il ne comprend pas votre intention pédagogique, il peut lire le texte, comprendre les mots, je veux dire, c'est écrit en français, puis il est capable de lire, mais il ne sait pas quoi faire avec. Il ne se sent pas plus compétent à faire quoi que ce soit parce qu'il ne sait pas ce qu'il a à faire. C'est une boucle qui tourne, là, mais il faut briser ce cycle d'incompétence-là en jouant sur la perception qu'a l'étudiant de sa propre compétence. Puis ça tient sur pas grand-chose parfois. Il y a un petit, on parlait de levier tantôt, là, il y a un petit levier à activer pour faire une grande différence. Et finalement, est-ce que vos étudiants pensent avoir du contrôle sur les activités d'apprentissage que vous proposez? Par exemple, vous avez une intention de lecture claire, vous avez un texte à leur faire lire, ils se sont mis au travail, ils vont produire quelque chose, répondre à des questions par exemple, ou vous produire un texte suite à la lecture du texte en question. Est-ce que votre intention, c'est qu'ils comprennent le texte, qu'ils soient capables de s'en servir, de l'appliquer dans une autre situation, de l'analyser, de critiquer, de faire un choix éclairé, de prendre position, de sélectionner une option, la prioriser par rapport à une autre? Selon l'habileté cognitive que vous visez, est-ce que vous pouvez laisser le choix du contenant de la présentation, du produit à l'étudiant? Selon votre intention pédagogique, suite à la lecture, est-ce que l'étudiant peut présenter verbalement, par écrit, par schéma, par dessin, schéma heuristique, schéma conceptuel, appelez ça comme vous voulez. Est-ce qu'il a le contrôle sur la forme que peut prendre sa preuve de compétence? Parce que vous, ce que vous voulez savoir, parce que vous allez évaluer ça à un moment donné, puis vous allez dire est-ce que l'étudiant répond aux attentes ou pas? Est-ce que l'étudiant est compétent ou pas? Est-ce que l'étudiant atteint le seuil de réussite ou pas? Donc, c'est à l'étudiant de vous prouver son niveau de compétence suite à la lecture. Est-ce qu'il a le contrôle sur la façon de vous livrer cette preuve-là? Si vous pensez que vous pouvez lui laisser du jeu, lui laisser du choix, lui laisser du contrôle, le mettre devant une situation où il a le contrôle, dans le fond, ce que vous faites, c'est une ruse pédagogique. Vous augmentez sa contrôlabilité, sa perception de contrôlabilité, donc sa motivation. Vous irez le voir avec Roland Viau. On va mettre un lien dans le clavardage. Ah, c'est déjà fait. Dans le clavardage, parce qu'on peut agir sur ces trois sources-là. C'est des portes d'entrée sur ce qu'on appelle la dynamique motivationnelle. Comme enseignant, on partage cette dynamique-là avec l'étudiant lui-même, avec son environnement, peut-être avec ses parents, avec la direction des études, avec le programme cadre et tout ça. Mais là, concrètement, là, jouons sur les éléments qui nous concernent dans notre classe, dans notre cours. Autre chose à propos de la motivation, lorsque vos étudiants vont avoir fini de lire et qu'ils vont faire quelque chose avec cette lecture-là, on se dit, est-ce que c'est la motivation qui permet la réussite ou c'est la réussite qui motive? On s'est posé sérieusement cette question-là et la recherche récente nous montre que ce n'est pas la motivation qui mène à avoir des meilleurs résultats, mais ce sont plutôt les meilleurs résultats qui mènent à une plus grande motivation. Les étudiants qui réussissent sont plus motivés et vont mieux réussir après. Il faut commencer par des petites réussites à leur portée. Il faut leur montrer qu'ils ont de bons résultats. Il faut leur montrer qu'ils sont capables, à leur niveau,
puis en première session, première semaine, ce sont des débutants, mettez sur une communication à l'étudiant, que ce soit verbal, écrit, sur le portail, peu importe, un excellent résultat, peu importe sa pondération, là, on s'en fout. L'important, c'est qu'ils vivent une réussite. Et là, qu'ils se disent, wow, premier résultat que j'ai dans ce cours-là, j'ai 95, j'ai 100%. Oui, c'était l'affaire de rien. Mais on a envoyé le message qu'il pouvait réussir. Oh, là, ça le motive. Évidemment, la prochaine épreuve sera plus difficile, on s'entend. Mais il part déjà avec une longueur d'avance motivationnelle, ce qui est non négligeable. Donc, après avoir lu un texte, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Puis est-ce que ce texte était approprié au niveau de débutant? Puis est-ce qu'on va pouvoir l'amener après, avec un texte plus complexe, à des tâches plus difficiles? On a dans notre... les enseignants sont des maîtres de la planification. Là encore là, une ruse pédagogique, placer ça dans un ordre où on peut, comme dans les jeux vidéo, passer rapidement, facilement les premiers niveaux, gagner en confiance et ce faisant, subtilement, acquérir les habiletés et les outils nécessaires pour finalement battre le boss, qui est le but du dernier tableau dans le jeu. En conclusion, les approches pédagogiques de métacognition, là, apprendre à apprendre, et d'autorégulation, c'est une discipline personnelle, ça va aider les étudiants à réfléchir plus explicitement à leur propre apprentissage. Souvent, notre travail, ça va être de leur enseigner des stratégies spécifiques de planification, de suivi, d'évaluation de leur apprentissage. Pour preuve que c'est payant de faire ça, il y a un organisme britannique qui s'est penché sur les différentes stratégies, les différentes actions, puis les différents choix que les systèmes éducatifs font à plein de niveaux. Par exemple, la métacognition et l'autorégulation. Au niveau des ressources nécessaires, ça ne coûte rien à implanter. On voit ici un symbole de livre, parce que c'est une étude britannique. Un sur combien il y en a? 5? Ça veut dire que ça ne coûte pas grand-chose. Les preuves scientifiques, et en cliquant sur le pavé ici, on peut aller voir la liste d'articles dans la méta-analyse. Les preuves sont assez évidentes que ça fonctionne. Et l'impact est majeur. On a classé sur une échelle en mois l'impact positif ou négatif qu'on avait sur des étudiants par rapport à ceux qui n'ont pas vécu cette situation-là ou avec lesquels on n'a pas travaillé cette approche-là. Et on s'est rendu compte que d'enseigner des trucs de métacognition, donc d'apprendre à apprendre ou d'autorégulation, ça donne une avance de 7 mois aux élèves à qui on a fait cet enseignement explicite par rapport à ceux qui n'en ont pas profité. C'est un des plus hauts scores qu'on a dans toute la liste des stratégies disponibles et ou essayées dans le système scolaire. Le deuxième pavé est à propos d'enseigner des stratégies de compréhension de lecture. Ça ne coûte rien. La preuve est évidente, ça a un impact très positif. Si vous voulez avoir le détail de cette étude-là, puis jouer avec les filtres, là, on peut aller voir le détail de chaque pavé, on peut reclasser tous les éléments par coût, par preuve, par impact, en tout cas, vous irez jouer là-dedans. C'est assez bien fait comme site. On vous a mis le lien de l'Education Endowment Foundation dans le clavardage. Outils disponibles qu'on a mis en ligne. Je parlais de l'essentiel pour réussir ces études, le bouquin que vous voyez en haut à droite. Au début de la pandémie, on s'est demandé, en fait, c'est l'auteur, M. Dionne, qui est venu vers nous avec cette crainte-là que les étudiants à distance ne soient pas équipés pour réussir leur session, pour réussir leur année. Puis il s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait offrir de plus? Bien, on a fait un résumé par chapitre. C'est ce que vous voyez dans ce tableau-là, des différentes stratégies à mettre en place pour réussir en classe et à distance. Puis là, on est rendu au début de la session d'hiver 22,
puis on a encore des éléments qui nous font croire qu'il y a certaines choses qui vont se passer à distance, comme le webinaire d'aujourd'hui. Donc, c'est encore d'actualité. Malheureusement, c'est ça, c'est là qu'on est. Alors, si vous voulez en profiter de ce petit résumé, on vous a mis le lien dans le clavardage également. Voilà, comme prévu, nous allons prendre les questions. Il y en a peut-être à l'écrit, Robin, qui devraient être ramenés. Sinon, on va inviter les gens à intervenir pour nourrir la discussion. Est-ce que, madame, oui, je pense qu'il y a un message d'erreur pour l'accès au volume ou à l'extrait, au résumé de M. Dion. Ce qu'on pourra faire par la suite, on pourra vous envoyer par communication, par le biais de Mme Perrault, justement, l'accès que vous allez pouvoir télécharger et rajouter à votre plan de cours. Est-ce que, Mme Perrault, c'est possible de donner peut-être la parole à M. Parent qui avait un énoncé quand même assez intéressant? M. Parent peut parler, il ne lui reste qu'à activer son micro s'il veut le faire. Ah, excellent. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, bon, en fait, c'est une idée que je me suis souvent fait, c'est que comme je résume ce que j'ai dit, le meilleur résumé d'un texte, c'est l'étudiant qui devrait le faire. Souvent, on le met, c'est une demande qu'on retrouve souvent et je dirais à laquelle on se plie en un sens, mais je pense qu'un résumé n'a de sens que pour celui qui a lu. C'est-à-dire qu'un résumé, ça doit rappeler ce qu'on sait. Mais effectivement, moi-même, quand je lis des résumés ou des abstracts d'articles ou de volumes, ça nous dit de quoi on va parler simplement, mais le résumé complet ne parle vraiment qu'à la personne qui a lu. Par contre, là, j'enchaîne, la table des matières, elle est extrêmement importante. Quand je survole, regardez, bon, si les figures sont bien faites, oui, c'est le fun, puis effectivement, ça va rendre le livre intéressant. Mais la table des matières nous dit le plan de voyage et la présentation nous dit si le voyage sera agréable. Mais c'est d'abord, le survol, c'est d'abord la table des matières, si elle est bien structurée, évidemment. Ah, tout à fait. Le côté actif, intellectuellement actif du lecteur, c'est tellement important. On pense à tort rendre service en fournissant ces résumés-là. On parlait de PowerPoint tantôt. Avec une intention de lecture claire, un accompagnement dans le voyage, bien, il faut que l'étudiant fasse ce voyage-là. Tout à fait d'accord. Par lui-même. Merci. D'autres interventions? Robin, est-ce qu'il y avait d'autres questions qui traînaient? Il n'y a pas de questions qui sont dans le chat en tant que tel. Dans le questions-réponses également, on a pas mal évacué toutes questions-réponses et tout. Seule mention, justement, pour le lien du sondage, je crois qu'il n'est pas fonctionnel. Il y a quelques personnes qui n'ont pas justement donné l'information ou que ça ne fonctionnait pas, tout simplement. Puis le lien pour le Dion, ce qu'on va faire, c'est qu'on prendra le document et on vous le fera parvenir en attaché. C'est plus facile comme ça. Oui, c'est ça. Il y a un petit verrou là, qui nous empêche de le lire. On réglera ça. Voilà. Il y a une question qui est posée, je crois. Donc, M. Connaissances, Vigneault. oui, M. Vigneault, qu'en est-il des connaissances préalables et de leur importance? On a abordé, j'ai passé vite là-dessus tantôt, on a abordé dans notre atelier sur les intentions pédagogiques le point important des connaissances préalables pour aborder quelque chose. Parce que il s'est installé ce faux débat, ça date de la réforme au début des années 2000 là, dans l'enseignement secteur jeune, là. On avait mal compris l'esprit, puis on a véhiculé le fait que les compétences ou l'enseignement des compétences ou le développement des compétences excluait les connaissances. Pire que ça, avec l'avènement d'Internet, on s'est mis à dire qu'on n'avait plus besoin d'enseigner des connaissances puisqu'elles étaient disponibles à un clic avec notre ami Google qui pouvait nous fournir tout ce dont on a besoin instantanément. C'est très mal connaître le fonctionnement du cerveau en apprentissage. C'est très mal connaître aussi les éléments essentiels de cette pyramide-là. Quand j'ai présenté la taxonomie de Bloom tantôt, qui est une échelle, je l'ai présentée sous la forme d'une pyramide juste pour dire que sa base est fondamentale aux activités complexes au-dessus. Donc,
si la lecture d'un texte ou votre enseignement magistral d'un contenu ne tombe pas dans une terre fertile, ça ne fonctionnera pas, ça n'aura pas l'impact. Il faut donc préparer l'étudiant, il faut donc préparer notre terrain avec des connaissances de base. Et la meilleure façon de préparer le calendrier de ces leçons-là, ce serait probablement, en partant de votre intention pédagogique, de passer un test diagnostique. Est-ce que mes étudiants sont prêts à recevoir le prochain contenu? Est-ce qu'ils ont les bases nécessaires? Est-ce qu'ils comprennent l'essentiel pour aller de l'avant? Et si, après ce diagnostic-là, je me rends compte que mes étudiants sont à risque, qu'ils commettent des erreurs plus souvent qu'autrement, qu'ils n'utilisent pas les bonnes stratégies, bien, je vais prendre un pas de recul. Oui, j'ai beaucoup de contenu. Oui, je vais manquer de temps. Mais au moins, je vais partir sur des bases solides. Ça, c'est le portrait du groupe parce qu'on a aussi de la gestion de groupe à faire puis on fait de l'enseignement collectif. Si on est plus dans une relation 1 à 1, supervision de stage, centre d'aide, accompagnement plus en sous-groupe, des choses comme ça, là, on peut moduler notre approche. Mais je pense que c'est important, si vous avez des grands groupes d'étudiants, d'avoir un portrait de votre groupe du lundi, de votre groupe du mercredi, pour savoir quelle stratégie adopter. Quel webinaire intéressant, Sylvain et Robin. C'est toujours passionnant de vous entendre. Comme je l'écrivais, c'est cet alliage-là de heuristique entre théorie, pratique. Je pense que les gens apprécient beaucoup. Je tiens à vous remercier énormément pour votre présentation. Et tout ce que j'espère, c'est qu'on aura l'occasion de pouvoir vous entendre à nouveau là, dans un autre webinaire. Je vous souhaite une bonne session et je souhaite aussi une bonne session aux enseignants. Je vous trouve très courageux, je vous trouve curieux et je vous remercie beaucoup pour votre participation aussi active. C'est toujours enrichissant pour nous, c'est toujours motivant. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt. Bonne Merci session. Beaucoup. Bonne session. Oui, tout à fait. Oui. Ah, que c'est intéressant, Sylvain, Robin. Vraiment, là... Je me délègue de vous entendre. C'est vraiment bien. Puis les gens, crédit à Sylvain, Nicole. Les gens, je pense qu'ils apprécient beaucoup ce que vous faites. En tout cas, je le vois dans les appréciations. Là, il y en a déjà une dizaine qui sont entrés. Là, les gens apprécient beaucoup. Alors, ben, on se dit à la prochaine. On garde contact. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au grand plaisir à tout le monde.